Bonjour, moi je m'appelle Rémi Béranger, je suis sage-femme au CHU de Rennes et je suis également chercheur épidémiologiste à l'Institut de recherche en environnement, santé et travail. Donc moi ma spécialité c'est plutôt de travailler sur l'effet des polluants chimiques chez la femme enceinte et chez l'enfant en bas âge. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce cours, je vais vous parler donc de l'exposition par voie transcutanée et plus précisément pour illustrer mes propos, je vais vous parler des cosmétiques. Les cosmétiques, déjà peut-être un point de définition pour qu'on se mette tous d'accord. C'est une définition qui est très large. Ça va inclure tous les produits qu'on va pouvoir appliquer sur la peau, sur les muqueuses, qu'on va pouvoir utiliser également sur les cheveux, que ce soit également dans la bouche au niveau des muqueuses buccales. Donc quand on regarde la liste, on a une liste très longue, forcément. Il y a les produits d'hygiène et de toilette, donc tout ce qui est savon, shampoing, produits pour la peau, les soins de cheveux, donc ça va être également tout ce qui est colorant capillaire, tout ce qui va être soins du visage, donc les crèmes de beauté, les crèmes de jour, tout ce qui va être produits maquillants, produits de rasage, et aussi chez l'enfant, tous les produits qu'on va pouvoir utiliser sur le siège, par exemple, ou pour tout ce qui va être produit pour la peau. Donc forcément, quand on va faire la liste de tout ça, on s'aperçoit qu'on en utilise beaucoup. Il y a une enquête qui a été publiée il y a quelques années, en 2015, sur l'utilisation des cosmétiques par les Français, et on s'aperçoit que les femmes françaises vont utiliser 16 produits cosmétiques en moyenne par jour. Chez les femmes enceintes, c'est encore plus que ça, c'est 18 produits cosmétiques parce qu'on va rajouter notamment les crèmes de peau et les crèmes anti-vergetures. Donc forcément, tous ces usages vont amener à des expositions. Il faut bien se rendre compte qu'un produit cosmétique, c'est un cocktail de produits chimiques. Il va y avoir à l'intérieur des phases aqueuses, donc la plupart du temps, c'est la plus grosse partie des produits cosmétiques. Vous rajoutez à cela les produits en phase grasse pour pénétrer par la peau, les agents de texture, les principes actifs, les conservateurs, colorants, fixateurs, etc. Et au final, vous avez une exposition potentielle à de nombreuses substances chimiques, y compris un certain nombre de substances chimiques potentiellement dangereuses pour la santé, comme les phtalates, les phénols, les parabènes, les antibactériens, etc., etc. Je vous parle d'exposition, mais d'abord il faut que je vous parle de voies d'exposition, bien entendu. Vous avez différents types d'exposition possibles, chez la femme enceinte, mais aussi chez la femme de manière générale. L'exposition principale sur les cosmétiques, ça va être au travers de la peau, donc c'est la voie transcutanée. Il peut également y avoir des expositions par inhalation, par exemple sur des produits volatiles, ou des expositions par ingestion si vous avez encore des produits sur les mains au moment où vous mangez. Et dans le cadre de la femme enceinte, il y a une voie supplémentaire qui est la voie transplacentaire, quand les produits vont passer à travers le placenta pour atteindre l'enfant. Donc cette exposition, elle va être beaucoup liée au type de produit qu'on va avoir. Les produits finalement les moins embêtants, c'est les produits qui vont être solubles dans l'eau, ce qu'on appelle des produits hydrophiles, parce que finalement, la peau, en fait, c'est comme du gras, c'est de l'huile, c'est des lipides, et les produits solubles dans l'eau, généralement, ne sont pas solubles dans les graisses. Ça veut dire que la peau est une barrière étanche à ces produits qui vont avoir du mal à pénétrer l'organisme. Par contre, pour les produits en phase grasse, c'est un petit peu plus problématique parce que les produits vont pénétrer librement la barrière de la peau pour pouvoir exposer à l'intérieur du corps. Alors, ce qui est plutôt bien fait, c'est que la circulation sanguine est plutôt un milieu aqueux. Donc les produits solubles dans les graisses, en général, circulent assez mal dans la circulation sanguine, ce qui fait qu'on est relativement protégé. Le problème, c'est que malgré tout, ces produits vont pouvoir se stocker dans les graisses et du coup persister dans le corps pendant un certain temps. Donc si les graisses jouent un rôle de tampon en absorbant ces produits pour éviter des expositions trop fortes, elles vont au contraire relarguer dans le temps des composés et induire des expositions chroniques. Il existe une dernière catégorie de produits qui sont un peu plus embêtants, c'est les produits qui sont amphiphiles, c'est-à-dire qui sont solubles à la fois dans l'eau et à la fois dans les graisses. Et ceux-là, le problème, c'est qu'ils vont pouvoir diffuser librement dans le corps à partir du moment où on les applique. Un exemple connu, c'est l'alcool, par exemple. Quand vous buvez un verre d'alcool, effectivement, en 15-20 minutes, l'alcool aura diffusé dans tout l'organisme, et vous allez sentir les premiers effets de l'ivresse. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux cosmétiques? Vous avez compris, c'est des composés qui sont potentiellement faits pour passer à travers la peau, c'est beaucoup de produits potentiellement problématiques, c'est des quantités importantes. Quand on parle de contamination environnementale, par exemple, par l'alimentation ou par la pollution de l'air,
On est à l'état de trace. Ça va être des nanogrammes, éventuellement des microgrammes. Quand on parle de cosmétiques, on est à l'échelle du milligramme, c'est beaucoup plus important. Et en plus de ça, il y a les fréquences importantes et potentiellement ces composés qui peuvent induire des effets sur la santé. Donc quand on regarde la littérature scientifique sur le risque associé à l'utilisation des cosmétiques, on a finalement peu d'informations directement sur les usages. Par contre, on a des effets qui sont rapportés pour les professions qui vont utiliser beaucoup de cosmétiques. Donc chez les coiffeuses et les esthéticiennes notamment, on sait que ces femmes-là vont avoir plus de risques d'infertilité, de mort-née, de retard de croissance chez l'enfant. Les utilisations de cosmétiques vont engendrer un certain nombre d'expositions à des produits chimiques et ces produits chimiques sont également associés à des effets de santé dans la littérature. On a par exemple les phénols, les phtalates ou le phénoxyéthanol. Ces composés sont associés à des risques de prématurité, de malformation, de problèmes de croissance ou de développement neurologique. Il y a quand même des éléments positifs plutôt dans la littérature, c'est l'intérêt et la prévention. On a des études récentes, dont une qui a été publiée en 2016, c'est l'étude de Harley, qui a été faite sur une centaine de femmes, où les auteurs ont cherché à substituer les produits cosmétiques par d'autres produits qui ne contenaient pas de phtalate ou de triclosan. C'est une molécule qui est utilisée dans les cosmétiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 3 jours, on a diminué de près de 30% la concentration urinaire chez les usagers. Ça veut dire, d'une part, que la prévention est efficace, deuxièmement, ça confirme l'importance des cosmétiques sur l'exposition totale aux produits chimiques chez les usagers. Une autre étude a été publiée en 2016, celle d'Aghiobian, sur 24 femmes, donc c'est une étude qui est plus modeste, mais qui est intéressante parce que du coup, on va combiner des séances d'information à la distribution de produits qui ne contiennent pas de bisphénol A, et au bout de 3 semaines, là aussi, on voit qu'on diminue de 45% la concentration en bisphénol A dans les urines. Alors, ces stratégies de prévention, effectivement, vont présenter un intérêt. Maintenant, il va y avoir un certain nombre de difficultés en pratique. La première difficulté, c'est la liste très importante de composés. C'est quasi impossible, quand on va voir des personnes en consultation, de leur faire la liste de tous les composés qui sont problématiques. Déjà, il y en a beaucoup. Ensuite, ils peuvent avoir un certain nombre de noms différents. C'est-à-dire qu'une molécule comme le phénoxyéthanol peut avoir une dizaine d'appellations différentes dans les produits cosmétiques. Et ensuite, il va y avoir tous les produits pour lesquels on n'a pas encore d'informations. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'informations sur leur toxicité qu'ils ne sont pas toxiques. Donc il va y avoir, dans le cas des cosmétiques, un intérêt à cibler directement les usages de cosmétiques et pas forcément les molécules à l'intérieur des produits. L'avantage également, c'est qu'on va pouvoir avoir des messages qui sont beaucoup plus clairs pour les personnes en face de nous. Et si le message est plus clair, il a plus de chances d'être appliqué. Donc vous avez de la chance. À l'été 2021, le Collège national des sages-femmes a produit une recommandation de pratique à l'usage des professionnels qui liste tous les messages de prévention à délivrer et il y a un chapitre spécifique sur les usages de cosmétiques. Donc quand on s'attarde aux principaux messages de recommandation, le premier, qui est le plus efficace et certainement le plus intuitif, c'est tout simplement de réduire le nombre, la fréquence d'utilisation et la quantité appliquée pour réduire derrière l'exposition à ces produits. C'est valable pour les femmes, c'est valable aussi pour les enfants. Également comme message simple à retenir, de privilégier des produits qui sont simples avec une liste d'ingrédients courte, ça veut dire potentiellement moins de produits chimiques, éviter les parfums, parce que c'est une exposition inutile à des composés qui peuvent être allergènes, et des produits qui sont rinçables, parce que lorsqu'un produit n'est pas rinçable, il va rester plus longtemps sur la peau et potentiellement induire des expositions plus fortes. Également, éviter l'utilisation de parfums, de vernis à ongles ou de dissolvants, parce que ça va induire des expositions peut-être plus fortes. Et tout ce qui est teinture à cheveux, là c'est parce que c'est une source d'exposition qui a été associée dans la littérature avec un risque de malformation. On peut également se poser la question des labels, qui peuvent être une information intéressante pour les publics, mais il existe de nombreux labels et il faut faire attention parce que tous les labels n'ont pas le même niveau d'exigence. Certains labels vont par exemple porter sur la politique environnementale de l'entreprise, et pas forcément sur la composition du produit. Et certains labels comme agriculture biologique va porter sur l'origine naturelle des ingrédients, mais pas forcément sur le risque pour la santé, parce que ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est inoffensif pour la santé. Donc on va plutôt conseiller un certain nombre de labels de confiance qui vont être basés sur la non-toxicité, et vous avez des labels français comme Cosmebio ou EcoCert, vous avez des labels européens comme Nature and Progress, Cosmos et Ecolabel, et vous avez donc un label international qui est également intéressant, qui est Nature. Il y a également des applications smartphone qui peuvent être intéressantes. La plus ancienne, ça va être l'application de l'UFC Que Choisir,
qui permet du coup de scanner des produits et d'avoir une information sur le niveau de toxicité a priori à partir des listes d'ingrédients. Donc c'est un outil qui est intéressant pour les personnes, à condition bien sûr de rappeler qu'il faut réduire son exposition aux cosmétiques, ça reste la mesure la plus efficace. Il faut également garder en tête que toutes ces applications ne sont pas forcément produites par des scientifiques, comme c'est le cas par exemple avec le Nutri-Score pour l'alimentation. Il peut également y avoir des bases de données qui ne sont pas forcément à jour, parce que vous avez des produits cosmétiques qui vont changer de composition. Et il faut également garder en tête que c'est basé uniquement sur la composition et pas forcément sur la concentration. Donc des fois, vous avez un produit qui peut être moins bien classé parce qu'il y a une très petite quantité d'un produit toxique, et un produit peut être mieux classé, mais avec une grande quantité d'un produit un peu moins toxique. Il y a également certains cas particuliers que je voulais aborder avec vous dans le cadre de ce cours. La première, ça va porter sur les enfants de moins de 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la législation chez les enfants de moins de 3 ans va être spécifique et elle est généralement beaucoup plus restrictive que pour le reste de la population. Donc il y a un intérêt à garder des produits destinés aux moins de 3 ans pour les publics les plus jeunes parce que du coup les expositions aux produits potentiellement toxiques vont être généralement réduites. Une autre spécificité, ça va être tout ce qui va être usage de lingettes industrielles et notamment sur le siège. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le siège, en général, peut être un peu irrité et surtout, il va avoir tendance à macérer dans la couche, ce qui va avoir tendance à faire passer plus fortement les produits chimiques appliqués sur la peau. Il y a également la question du caractère non rinçable des lingettes qui peut poser problème. Donc on va plutôt conseiller d'utiliser un nettoyage à l'eau et si nécessaire, avec un savon adapté à l'âge. Un deuxième point particulier que je voulais aborder avec vous, c'est la question des préparations artisanales. Ça peut présenter un intérêt pour les familles pour mieux contrôler finalement la composition chimique des produits cosmétiques qu'elle va utiliser. Attention toutefois, il y a un risque d'altération sur les produits qui ont été construits sans conservateur. C'est-à-dire que le produit peut perdre en efficacité dans le temps et surtout il peut y avoir un risque de contamination biologique qui peut être problématique pour la santé. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de garantie sur la qualité de la préparation. Donc si je prends par exemple l'exemple du liniment oléocalcaire, c'est un produit qui va contenir de l'eau de chaux, donc si on se trompe sur la préparation, il peut y avoir derrière un risque de brûlure pour l'enfant. Donc à utiliser, oui, mais avec prudence et surtout éviter d'acheter des préparations artisanales dont vous ne maîtrisez pas la fabrication et la conservation. Donc pour terminer, je vous présente donc sur cette diapositive quelques sources documentaires que vous pouvez être amené à utiliser soit dans le cadre de votre travail, soit pour réorienter à disposition des publics. Donc vous avez les recommandations bien sûr du Collège national des sages-femmes que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous avez également le site de Santé publique France, les 1000 premiers jours, qui contient un certain nombre d'informations de prévention très pratiques pour les publics. Et après, vous avez également un certain nombre de documentations. Donc là, j'ai mis en exemple Agir au quotidien, qui est une brochure qui est distribuée par exemple par l'ARS d'Ille-et-Vilaine à toutes les femmes enceintes dans le carnet de grossesse. Donc je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.